22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On espère que vous avez bien mangé. Eh oui, on l'oublie pas. En ce mois sacré qu'est le Ramadan pour cette année 2022. En ce début de semaine, le lundi 18 avril, eh oui, 2022, lundi de Pâques. On espère que la chasse a été bonne pour les plus grands et même pour les plus petits. Au menu de cette émission, ce soir, allez, on aura quoi au menu de cette émission ? Un décevant classique. Eh oui, en Ligue 1, Uber Eats, le Paris Saint-Germain qui a justement été, certains diront avantagé, Marseille peut-être pas, ou aussi Marseille avantagé. On va revenir sur cela avec toute l'équipe de Time Sport. Le Real qui s'envole vers le titre, ça fera plaisir ça, Juan Trocé, ou encore même Louis Marie. On terminera avec Liverpool vers un quadruplé assez historique. Vous pouvez réagir, on le rappelle, tout au long de cette émission, en appelant le 01 53 48 3000. On aura un invité de prestige ce soir pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, Monsieur Nasser Largué, directeur de la formation de l'Olympique de Marseille. Eh oui, ça fera plaisir à tous les supporters du club phocéen. On vous fait remporter ce soir encore un magnifique livre aux éditions Solar. Si vous voulez le remporter, rien de plus simple. Vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. C'est un livre concernant l'immense star française Fabio Quartararo. Et voilà, l'ascension d'un prodige, la bio officielle de ce grand champion des sports mécaniques et aussi de la moto. Allez, sans plus tarder, on va essayer de continuer, de commencer cette émission avec le JT Sport qui nous a été finement préparé par Jason. Time Sport. Bonsoir à tous, on démarre les infos de ce lundi par la terrible nouvelle concernant Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez qui annoncent sur leurs réseaux sociaux avoir perdu l'un de leurs jumeaux. Les deux amoureux attendaient une fille et un garçon, mais ce dernier n'aura malheureusement jamais vu la lumière du jour. Coup dur pour le Portugais qui sortait également d'un week-end exceptionnel avec un triplé samedi après-midi lors de Manchester-Norwich. À Manchester, justement, Erik ten Hag devrait bel et bien être le prochain entraîneur des Reds lors de la saison prochaine. Le Hollandais actuellement sur le banc de l'Ajax est sur le point de signer son nouveau contrat en faveur de l'actuel 6e de Première Ligue. On reste sur les terrains en Italie cette fois pour vous indiquer la mauvaise opération du Napoli dans la course au titre ce soir face à la Roma. Match nul, un but partout entre les deux formations. Un nul qui permet à l'Inter de conserver sa deuxième place et au Milan AC de compter désormais 4 points d'avance sur Naples. On termine avec du basket avec le premier tour des playoffs. Dimanche, Boston s'est imposé sur le fil face à Brooklyn 115-114. Idem pour Philadelphie face à Toronto sur un score de 131-111. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. En vous souhaitant une bonne émission, un bon début de semaine avec Bilal Nenman et toute l'équipe Time Sport. Allez, merci Jason pour ce magnifique premier JT de la semaine. Allez, ce soir avec moi pour m'accompagner jusqu'à 23h. On aura qui ? On aura le coach Tolé, sans oublier Abdel, notre consultant, mais aussi Juan Trocé d'Orado. Comment ça va, Juan ? Hola, buenas tardes a todos. Très bien, puisque tu as commencé en disant que le Real file vers le titre. Ah ben oui, certains l'espèrent. On est forcément content que je ne suis pas supporter du Real. Mais bon. Allez, un tout nouveau, non, je dirais pas trop parce qu'il écoute cette émission depuis nombre de temps. Il devait venir avec nous dans cette émission. Et oui, c'est l'illustre, le journaliste Yanis Bacha, commentateur spécialisé en audio-description. Comment ça va, Yanis ? Très bien, Bilal, un peu déçu forcément par le classique d'hier soir, évidemment, non seulement par le score, mais aussi par la physionomie du match, mais on aura l'occasion d'en parler. On va en parler, t'inquiète pas, on va vraiment en parler, on va même s'attarder sur cela. On aura notre invité, Nasser Largué, qui sera au rendez-vous avec nous ce soir pour revenir, bien sûr, sur ce classique du football français, sans oublier aussi la formation à la Marseillaise, voire cette formation française. Allez, sans plus tarder, le premier sujet de cette émission, on y va. Time Sport, le sujet des sociaux. Eh oui, un décevant classique donc. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, sans supporters hier soir, Juan Trocé, Là aussi, pas mal de choses à dire. Mais oui, il n'y avait pas les supporters. Oui. On le rappelle le score. 2-1. Ouverture du score de la marque par Neymar à la 12e. Kylian Mbappé aussi sur penalty. Et aussi son doublié Kaletakar pour l'Olympique de Marseille. 2-1. À savoir que l'Olympique de Marseille a marqué, mais le but a été refusé. Alors, c'était un match effectivement sans supporters, comme tu viens de le signaler. Et c'était un match qui aurait pu donner quand même un spectacle beaucoup plus joyeux que ce que nous avons vu hier soir, auquel on a
assisté. Alors, quel était l'intérêt de ce match? Alors, il n'y avait pas grand intérêt. Peut-être de voir le premier face au deuxième, sachant que le premier et le deuxième, il y a quand même une quinzaine de points de différence entre les deux. Donc, il n'y avait même pas un intérêt particulier sur ce match. Peut-être avoir perdre le PSG. C'était peut-être savoir si Marseille, comme l'année dernière, avait réussi à braquer le Parc des Princes en remportant le match. Donc déçu par ce match. J'ai regardé à la fin du match, je me suis dit mais attends, on va regarder de près les statistiques. Et là tu te rends compte effectivement que c'est quand même un match assez bizarre où c'est l'OM qui a eu la possession du ballon. 58% par rapport au PSG, ce qui est rare parmi le PSG. Normalement c'est eux qui ont. Mais dans son camp aussi. Oui, mais dans son camp, comme d'habitude. Tu sais ce que dit Guardiola, c'est qu'il a toujours dit, quand tu as le ballon, l'autre n'est là pas. Donc c'est ça. Donc il faut après profiter des choses. Et puis il y a surtout la réussite après dans les passes, les cartons jaunes, parce que ça a été quand même des cartons jaunes à Froisson, voilà, seulement pour Abdel le dit. Pour le PSG, mais c'est vrai qu'on a été déçu. Et puis la deuxième mi-temps notamment, elle n'était pas au niveau. Alors avant l'antenne, en parlant avec Abdel, on disait que il y a des classicos, il y a le PSG OM, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec un City Liverpool qu'on a vu il y a 10 jours ou une semaine. Ça n'a rien à voir avec un Real Barça, voire un Dortmund Bayern. Donc, et c'est là où tu vois toute la différence peut-être entre les 3-4 grands championnats et la Ligue 1. Il manquait deux choses ce soir. Alors, regardez, c'est Abdel. Ouais, vas-y Abdel, il t'en prie. Allez, les nouveaux. Ouais. Vas-y Abdel, je t'en prie. Plus de passes que Paris hier apparemment. Il y en a. Honnêtement hier personnellement j'étais au stade et franchement pour moi j'ai pas peur de mâcher mes mots, c'était un match nul dans tous les sens du terme, que ce soit en tribune, pas d'ambiance, même pour un classico. Après je comprends les supporters qui ont eu ras-le-bol de toutes ces péripéties. Au niveau du jeu, il y avait pas une grande qualité malgré les acteurs présents sur le terrain. L'arbitrage a été plus que catastrophique, en passant des buts où on a dû revenir plein de fois à la VAR. Juan José parlait des cartons. Il y a eu des cartons qui ont été donnés très rapidement alors que les joueurs n'étaient pas obligés d'être sanctionnés. Au niveau du rythme aussi, on peut s'attendre quand même d'un classico qui, comme le rappelle Juan José l'année dernière, l'OM a gagné, mais c'était sous année Covid, donc très peu de supporters. Le premier contre le deuxième, on sait que voilà, les équipes en général voient le match contre Paris comme entre guillemets un bonus, on va dire. Donc pourquoi ne pas faire jouer son va-tout côté marseillais? Je pense que il y a eu pas beaucoup de prise de risque malgré le fait qu'ils aient eu la possession. Ils ont essayé de mettre en difficulté Paris comme souvent. Quand les équipes veulent mettre en difficulté Paris, ils fixent et ils essayent de renverser à l'opposé, mais il manquait un petit peu de saveur. Et après voilà, du côté du PSG, c'est pas une question forcément de niveau pour les joueurs, mais des joueurs pas concernés, que ce soit parce qu'il y a eu des désillusions en Ligue des Champions comme tous les ans, j'ai envie de dire, même s'il y a eu des résultats encourageants récemment, ou des joueurs qui n'ont peut-être plus la tête ici, ou pas concernés justement par l'histoire du classico qui concerne le PSG et Marseille. Donc voilà, pour moi, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé au parc en tant que supporter, on va dire, en tant que spectateur aussi, et franchement je comprends pourquoi j'y étais pas retourné, parce que c'était vraiment très déplaisant pour un match de cette qualité, et surtout on le rappelle que c'était le premier contre le deuxième, donc potentiellement il y avait de quoi faire, et en termes d'opposition. Mais voilà, après c'est le football, on va dire que Paris a gagné, mais faut pas tirer grand chose de ce match. Alors Yanis, on revient à toi, on aura aussi le coach Tolé, même vous les auditeurs, le 01 53 48 3000 pour réagir. Yanis? Non, ce qui a manqué hier avant tout du côté de l'Olympique de Marseille, c'est un attaquant de pointe. Je ne comprends toujours pas pourquoi Jorge Sampaoli n'a pas mis un attaquant de pointe. Bon Dieu, il y avait Cédric Bakambu, il y avait Bamba Dieng sur le banc, il aurait pu apporter un peu de deux. Ça arrivait tard en plus ces changements. Ça arrivait très très tard quand tu fais rentrer Bamba Dieng dans les 20 dernières minutes de jeu. Qu'est-ce que tu veux espérer contre le Paris Saint-Germain?
Puis évidemment, monsieur Le Texier n'a pas vraiment aidé. Hein. L'arbitre. Que ce soit avec le Willy Delageau, l'arbitre vidéo, qui a montré le mauvais ralenti. C'est incroyable, quoi. On a vu le ballon qui tape la cuisse d'Olivier et ensuite son coude. Évidemment, quand on regarde le règlement officiel de la FIFA, il n'y a pas pénalty dans ces cas-là et l'arbitre ne l'a pas montré suffisamment. Et comment fausser un match avec un pénalty injustement accordé avant la mi-temps? Voilà, le match a été nul. Quoi. L'Olympique de Marseille était plus que moyen. Et le PSG a fait le boulot, tout simplement, comme d'habitude. Le PSG a été une précision clinique et le résultat est somme toute logique. Mais on a toujours cette pointe de regret, avec évidemment le but refusé également de William Saliba. J'ai eu la chance de commenter la rencontre hier soir. Bien sûr. Et je suis sorti du parc avec un sentiment un goût assez amer. Le coach Tollet, à la suite de Yanis. Que retenir grand-chose, si ce n'est que le PSG se rapproche de son 10e titre. Tu retiens que Marseille pouvait, je pense, espérer mieux. Si l'OM se retrouve avec la possession de balle, c'est pas anodin aussi. Ils ont cette capacité, ils le démontrent tous les week-ends et même en Coupe d'Europe. Et puis le PSG, c'est l'image du PSG de cette année, c'est-à-dire que très très moyen. Et encore, je pèse mes mots, je suis gentil. Quand tu vois la qualité de ces joueurs que compose le Paris Saint-Germain, on s'attendait à avoir quelque chose de plus excitant. Je te parle sur la saison. Et tu as les individualités qui font la différence. Donc le PSG sera malheureusement un triste champion de France, mais un champion de France quand même. Et c'est vrai que le Yanis, autant il y a rien de surprenant que l'OM joue avec Payet en faux neuf et pour Under qui est amené à plonger. Ils ont fait relativement des matchs des matchs plutôt satisfaisants, mais c'est vrai que quand t'as Bakambu et quand t'as Dieng qui peuvent t'apporter de la profondeur, qui peuvent vraiment emmerder l'arrière-garde du Paris Saint-Germain, je t'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus d'ambition. Sampaoli le dit lui-même. Bien sûr. Maintenant, je pense que l'environnement du Parc des Princes joue. Je pense qu'on se rend compte quand même que lorsque tu n'as pas cette ambiance, parce qu'on en a vu des milliers de matchs où c'est stérile et au final on n'en parle pas tant que ça. Mais quand t'as pas d'ambiance qui envenime un petit peu la rencontre, et ça te donne tout de suite un match âpre et pauvre à voir. Basma qui nous écoute ce soir, tout comme Mehdi et Mourad, sur la route, on leur passe le petit bonsoir. Oui, Juan José, il y a aussi des choses à dire avec Abdel et Yanis, à la suite du coach. On est tous d'accord, c'était pas un très beau match. Alors la seule chose que je retiens, si tu veux, c'est que Marseille a perdu, mais Rennes a perdu aussi derrière, parce qu'en fait la bataille aujourd'hui c'est pour la deuxième et la troisième place. C'est ça la bataille. C'est vrai. Donc de ce côté-ci, Marseille a eu de la chance puisque la défaite de Rennes, il y a eu la victoire de Monaco, mais il y a eu le match de Strasbourg. C'est quelque chose. Ça compense. Mais c'est là où ça devient maintenant très intéressant pour les 6 journées qui restent des championnats en France, avec l'OM à 59, Rennes derrière à 56, 54 pour Nice. Donc voilà, c'est ça qui devient très intéressant. Et c'est là où on s'est dit, parce que depuis plusieurs mois on le disait, c'est là où on va voir quelle est la vraie valeur de toutes ces équipes. On va voir si le projet de Sampaoli avec Marseille tient la route ou pas. Sont-ils capables de tenir la pression? D'autant plus qu'ils sont encore en Conference League, donc, et qu'ils vont devoir jouer les demi-finales. Donc maintenant, on va voir quelle est la vraie valeur de Marseille, mais aussi celle de Rennes et Nice, qui parfois nous surprend à les voir si haut dans la classification. Et surtout, quand tu regardes le calendrier de l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison, avec notamment un match à Nantes compliqué qui est l'équipe du moment, là un match contre l'Olympique Lyonnais le 1er mai, le vrai tournant de la saison de l'Olympique de Marseille, c'est clairement le 1er mai contre l'Olympique Lyonnais à 20h45. Regardez ce match. Il y a Rennes, au Stade Vélodrome. On est avant-dernière journée. Les Rennes, oui, 30e journée. Qui sont tous les deux. Bien sûr. À la lutte. Rennes, elle est pas mal, Yannis. Oui, mais le calendrier à ce niveau-là, et on peut se demander aussi si l'OM a perdu des points bêtement contre Clermont et Troyes, ça aurait fait 5 points de plus. Il fait plaisir aux supporters. Et on peut se demander si l'OM aurait pu gratter une place de
Et Yannis ce soir avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Allez, Abdel, on poursuit. On est habitué à voir certains gros souvent perdre des points contre entre guillemets des petites équipes. C'est souvent ce qui fait la différence à la fin quand il y a tant d'écart avec le PSG. Mais Juan José rappelait justement les scores des poursuivants de l'OM. Justement, ce qui est un peu décevant, c'est en connaissant ces scores, peut-être que l'OM aurait pu jouer un peu plus libéré. Après, pour revenir sur ce que disait Claude, c'est vrai qu'il y a une possession de la part de l'OM, mais voilà, je pense que très stérile, et justement il a manqué ce joueur de profondeur ou même de vitesse pour lorsque tu as déséquilibré le PSG, comme je le dis tout le temps dans toutes les émissions. C'est ce qui fait la différence pour marquer des buts au PSG, parce qu'il ne règle jamais ce problème là. Donc il aurait peut-être fallu un petit peu plus d'entrain, même si le score l'ambiance n'était pas au rendez-vous. Marseille aurait pu jouer son va-tout. Et je pense aussi, je reviens parce que ça va être la pause, mais sur les déclarations de Marquinhos, je pense qu'à un moment donné il faut comprendre, à chaque fois le club dit les supporters disent qu'il y a un ras-le-bol, mais ils montrent jamais vraiment les dents. Ils sont mécontents, mais ils laissent. Et là, le fait d'avoir un parc mort, parce qu'il faut pas avoir peur de dire les mots, et ben ça les surprend. Ils se disent mais c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça pour ce match. Justement, c'est en faisant ça dans ce genre de match que tu montres que t'as été très très déçu de la part du comportement de tes joueurs et de leur attitude. Merci Abdel. Donc c'était quelque chose que je voulais signifier parce que c'est important. Allez, vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec notre invité qui n'est autre que Nasser Largué sur l'antenne de Beurre FM pour la première fois. On est toujours ensemble avec Yanis aussi, Juan José, Abdel et le coach Tola. De suite. Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, le coach Tolé, il est toujours là, le coach Tolé. Oh, magnifique suite. Et oui, The French, faudra pas oublier de voter ce week-end. Et oui, dimanche 24 avril, c'est ça. Hein, la pelouse de 8h à 20h. C'est ça, de 8h à 20h, Yannis. N'oubliez pas, vraiment pas. Abdel, je crois qu'il tiendra un bureau de vote, peut-être. Moi aussi. Hein. Ah bah voilà, comme Abdel, et l'assesseur aussi. Même moi, dans ma cuisine. Ah bah arrête, le coach Tolé. Rentrocé aussi, pourquoi pas. Il suivra de très près, Rentrocé. Par contre, non. Ah ben ça va. Ne dites pas pour qui vous allez voter, sinon ça va être décompté dans les... non, il faut pas. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Le 01 53 48 3000, vous faites comme Giovanni, il a déjà voté en avant, je sais pas comment, mais lui il a déjà voté. Un petit clin d'œil à Farid qui nous a rendu visite dans ce magnifique studio de Beurre FM. Allez, vous restez bien cramponnés et à l'écoute de la radio de la diversité Beurre FM, votre radio préférée. Ce soir, nous accueillons pour la première fois un grand monsieur, Nasser Largué. On y va. Time Sport. The Special One. Directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille depuis juillet 2019. Bonsoir Nasser, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Ah ben justement, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur l'antenne de Beurre FM, Nasser. Déjà un petit mot, on en parlait en ouverture de cette émission concernant le fameux classique de la Ligue Uber Eats, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille d'hier soir. Vous en avez pensé quoi, Nasser? Je pense que notre équipe a fait un match plein. C'est dommage qu'il y ait eu ces faits de jeu qui nous ont privés au moins du point du match nul. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'un classico, soit on vit un top match ou un match un peu fermé, c'est ce qui a été hier soir. Alors justement, avec Abdel, notre consultant, Monsieur Largué, justement, j'avais une question par rapport à votre formation. Depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, il y a beaucoup de recrutements en jeunes qui sont faits en région parisienne, en Île-de-France, ce qui était pas beaucoup le cas auparavant de ce que j'ai pu voir. Comment vous avez eu cette ouverture sur l'Île-de-France pour venir justement recruter vos jeunes? Écoutez, quand je suis arrivé, il y avait un programme avec les clubs partenaires dans la région PACA, et c'est vrai que le club s'était focalisé sur un recrutement régional sur les Bouches-du-Rhône, sur Marseille et puis les alentours. Et on s'est aperçu que quand il y avait un top niveau dans la région, il n'y avait pas que Marseille, il y avait Nice, il y avait Monaco, Montpellier, Lyon, Nîmes, il y avait une grosse concurrence. Et
Et je trouvais que c'était pas normal de ne pas s'ouvrir sur l'Hexagone. Et donc, on a décidé, il y a 2 ans, de mettre en place une cellule de recrutement qui était sur le plan national. Et puis, si demain, effectivement, avec à valeur égale, on avait un joueur de la région de Marseille, bien sûr, on allait favoriser sa proximité avec la famille. Mais si ce garçon préférait aller sous d'autres cieux, eh ben on se devait aussi d'avoir des top joueurs venant d'autres régions, et notamment dans la région parisienne, la région lyonnaise ou dans la région centre. Il y a de très bons joueurs un peu partout. Et justement, votre génération 2008 vient de gagner le tournoi 200, ce qui est un tournoi réputé. Ça vous fait quoi, vous, en tant que directeur du centre directeur du centre de formation, d'avoir eu une victoire dans un tournoi aussi prestigieux avec de grosses écuries? C'est la preuve que l'Olympique de Marseille s'attache à mettre en place une formation de haut niveau. Ce week-end, vous l'avez dit à Sens, mais cette équipe-là aussi a fait un match amical contre Clairefontaine, qui est une référence pour lequel cette équipe s'est imposée contre l'INF Clairefontaine. Elle remporte ce tournoi. Nous avons eu une occasion en Espagne, on remporté un tournoi en Espagne. On a nos U13 qui ont aussi brillé dans un autre tournoi en Espagne. Et aujourd'hui, comme je suis à Montaigu, on a été en finale, on a perdu malheureusement penalty contre Saint-Étienne. On a pu franchir le pas contre Lens, contre Nantes, donc y arriver en finale contre Saint-Étienne. C'est que la formation commence à bien se porter à l'Olympique de Marseille. Alors, Monsieur Larguet, c'est bien de recruter, c'est bien de former, mais la question est de savoir, et après, on voit depuis plusieurs années comment beaucoup des joueurs, des jeunes joueurs formés dans la région parisienne, qui sont passés par le PSG, ont dû partir vers d'autres cieux, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité d'aller vers la première équipe. Alors, est-ce que on recrute, on forme du côté de Marseille, c'est bien, mais est-ce que derrière, il y a la volonté, effectivement, de faire émerger des joueurs qui vont pouvoir aller en première équipe et qu'on ne voit pas ce qu'on a vu sur Paris ces dernières années? Oui, écoutez, vous prêchez un convaincu qu'effectivement, quand on forme, on a envie de voir ces joueurs jouer en équipe première, mais en même temps, il faut savoir que les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre que quand vous allez dans des clubs comme Paris Saint-Germain, comme Marseille, comme Lyon ou d'autres clubs qui jouent toujours la course pour la Champions League, le niveau est vraiment très très élevé. Il y a un gap énorme entre ce qu'on produit au niveau de la formation et des joueurs qui peuvent s'imposer dans les 2 premières places qui sont qualificatives pour la Champions League. Pour jouer la Champions League et passer les premiers tours, le niveau doit être très élevé. Aujourd'hui, à Marseille, il y a un peu produit de l'école de foot qui est Camara, qui joue quand même régulièrement. Il y a Maxime Lopez qui aujourd'hui fait les beaux jours de Sassuolo. Qui a quand même fait ses premiers pas avec l'Olympique de Marseille. On a un autre joueur qui a été prêté à Strasbourg, Lucas Perrin, qui a fait aussi ses premiers pas avec l'Olympique de Marseille. C'est vrai que la marche est très haute. Et auparavant, on a recruté des joueurs qui étaient des bons joueurs, mais malheureusement, le niveau pour aller chatouiller les joueurs de l'équipe première aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, qui est 2e du classement et qui est encore en course pour la Ligue Europa, et aussi bien sûr pour la qualification pour la Champions League, il faut avoir un niveau très très élevé. Donc c'est pour ça que vous avez parlé tout à l'heure de l'équipe 2008. Il y a 2 ans, on a changé de fusil d'épaule au niveau du recrutement, comme vous l'avez dit, pour rayonner sur le plan national. Et aujourd'hui, on a une génération 2007 et 2008 et 2009 et quelques 2010 qui arrivent, qui sont vraiment d'un niveau très très élevé. Et j'espère que ces générations-là vont pouvoir honorer leur place avec l'équipe première. Allez, on poursuit, Monsieur Larguet, avec Yanis, notre consultant. Bonsoir, coach. Merci beaucoup. D'abord, beaucoup de respect pour la période où vous avez remplacé André Villas-Boas, d'avoir porté cette équipe. Bravo à vous et profond respect. Juste petite question, Boubacar Camara risque de partir en fin de saison libre, gratuitement. Petit aveu d'échec, peut-être, petit goût amer pour les supporters de l'Olympique de Marseille de voir un si beau joyau partir gratuitement. Je voulais savoir vous, ce que vous en pensez en tant que formateur, puisque vous avez vu un peu Boubacar Camara grandir. Et enfin, une petite question par rapport à Ben Seguir et Targaline qui ont été recrutés à l'OGC Nice l'été dernier.
comment vous analysez tout ça, comment vous voyez ces joueurs, parce que nous évidemment on n'a pas l'occasion de les voir, mais vous les voyez tous les jours à la commanderie. Quel est votre regard un peu sur ces deux joueurs-là? Merci beaucoup, coach. Écoutez, Yanis, d'abord par rapport à la première question sur Camara, c'est vrai que c'est toujours un crève-cœur de voir un joueur déjà partir, qu'il soit en fin de contrat ou pas en fin de contrat, pour partir sur d'autres cieux, mais c'est le milieu qui veut ça, c'est un métier aujourd'hui, et les joueurs ont envie de voir autre chose. C'est vrai que Bouba Camara commence à l'école de foot. Ce qui est regrettable pour nous, c'est qu'il parte gratuitement. Et c'est vrai que c'est un fort potentiel où le club aurait pu mutualiser sur ses qualités pour faire un transfert, mais le bonheur quand même reste au club, puisqu'il a été formé depuis l'école de foot, et voir ce joueur-là avoir beaucoup donné à l'Olympique de Marseille, aujourd'hui partir, et il représentera toujours l'Olympique de Marseille. Ensuite, par rapport juste un petit rectificatif, il y a eu 2 joueurs de Nice qui ont été recrutés par la nouvelle cellule de recrutement des pros. C'est Ben Seguir et Bilal Nadir. Pas Tadraline. Tadraline vient du Maroc, de l'Académie Mohamed VI de football que j'avais dirigé à l'époque. Donc ces joueurs-là sont dans le groupe pro, Ben Seguir et Bilal et Peter Ralin. Ils s'entraînent régulièrement avec les pros, et c'est à eux d'aller gagner une place. Il y a Ben Seguir qui a déjà fait une rentrée le week-end il y a une semaine. Tadraline a fait déjà trois apparitions, et comme je disais tout à l'heure, le niveau est très élevé. Aujourd'hui, l'équipe première marche très très bien, et donc pour pouvoir se frayer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est pas simple, et puis le mérite leur revient parce qu'ils sont en train de gratter un petit peu de minutes de temps de jeu. Monsieur Larguet, il y a pas mal de personnes qui réagissent sur les réseaux sociaux, et notamment au travers de vos réponses. On a notamment Issam, on a Nacera, et aussi la famille Asli, qui vous passe le bonsoir. On poursuit avec le coach Tolé aussi. Oui, coach en football féminin, aussi. Oui, coach Larguet, moi j'avais... Il est là, amoureux de Marseille. Forcément, il y en a tellement sur Paris. J'avais 2 questions. Qu'est-ce qu'il faut, coach, pour un jeune joueur pour réussir à Marseille? Comme vous l'avez évoqué, pendant des décennies, ça a été, j'imagine, compliqué. Là, depuis quelques saisons, il y a un vrai projet qui est mis en place, et on est en train de voir déjà les premiers résultats chez les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut pour s'imposer quand on est un jeune à l'OM, quand on connaît justement la pression la lourdeur de ce maillot? Oui, écoutez, vous avez dit quelque chose d'important, c'est la pression aujourd'hui. Les jeunes joueurs, des bons joueurs, il y en a partout. Il y en a partout en France, il y en a partout dans le monde, mais avec une particularité, c'est qu'aujourd'hui, pour réussir à l'Olympique de Marseille et aussi dans des grands clubs, il faut avoir une grosse personnalité. Quand on est sur le terrain, on doit avoir une mentalité de vainqueur. Aujourd'hui, j'ai assisté au tournoi de Montaigu. Je vois beaucoup de bons joueurs, mais qui jouent pour jouer, mais qui jouent pas pour gagner. Là, j'ai vu la finale des nations, c'est l'Argentine contre le Brésil. Le Brésil a gagné 2-1. C'était vraiment, c'est des 16 ans, j'avais l'impression de voir un match d'adulte avec une forte personnalité, un engagement fort, une envie toujours de bien défendre et de bien attaquer. Quand ils attaquent, ils vont vers la verticalité, ils vont vers le but. Et quand vous voyez, certains de nos jeunes, ça joue sur la largeur, ça joue pas sur la profondeur. Et quand il y a un engagement physique, on perd un peu les pédales. Et notamment à l'Olympique de Marseille, si vous voulez réussir, si vous n'avez pas cette personnalité qui vous permet de supporter 60 000 spectateurs, et on l'a vu après le Covid, le stade est tout le temps plein, vous avez minimum 50-54 000 spectateurs, il faut avoir une forte personnalité pour ne pas perdre ses moyens à la fois techniques et tactiques. Donc c'est vrai que pour réussir à l'Olympique de Marseille, il y a un élément qui est fondamental qu'il faut avoir, c'est la personnalité, c'est un mental fort. Voilà. Allez, on poursuit rapidement. On aimerait avoir un auditeur pour une question avec Monsieur Larguet. On a cité des joueurs comme Bilal Nadir ou Ben Seguir. Vous qui faites justement cette passerelle entre le monde jeune et le monde professionnel, quel joueur vous voyez être le nouveau entre guillemets Bouba Camara qui peut s'imposer sur la durée dans cet effectif marseillais, comme vous l'avez dit, qui est de qualité?
Écoutez, déjà, il y a un garçon qu'on avait recruté, que j'ai recruté il y a 2 ans grâce à Jacques-Henri Hérault, c'est le petit Bamba Dieng, qui est un garçon qui a une forte puissance, il a un fort mental, il a une grosse personnalité. Aujourd'hui, il s'est imposé en ayant passé qu'1 an et demi avec le centre de formation. Sur les garçons que vous avez, ils ont énormément de talent. Maintenant, il faut qu'ils aient leur chance, il faut qu'ils continuent à travailler dans la continuité. C'est vrai qu'ils ont besoin de régularité dans leur performance, on le voit avec nous, avec la réserve. C'est des joueurs qui peuvent apporter beaucoup. Il faut qu'ils soient plus réguliers dans la performance pour faire gagner leur équipe, et je suis persuadé que ils ont beaucoup de qualité pour s'imposer demain en tant que professionnels, et je l'espère pour eux. À l'Olympique de Marseille. Alors on termine avec le coach Tollet. Coach Nasser, l'Olympique de Marseille, c'est certainement le seul grand club en Europe et en équipe féminine en 2e division. J'imagine que c'est une anomalie. On en est où au niveau justement du projet féminin au club? Il est avec la nouvelle direction, notamment sous la direction de Pablo Longoria et puis son directeur de la stratégie, ils sont en train de travailler justement sur l'équipe féminine pour avoir une certaine stabilité. Donc c'est vrai que très souvent l'équipe première a fait le yo-yo entre la première et 2e division. On a voulu mettre un peu plus de moyens sur la formation. On a aujourd'hui une formation qui est en train de se mettre en place. Je pense que ce sera dans la durée. On n'a pas les moyens, je pense, de Lyon ou du Paris Saint-Germain pour aller acheter des joueuses qui sont confirmées. Il faut absolument qu'on construise notre future équipe première avec des ressources propres qui sortent de la formation, parce qu'il y a vraiment un gros bassin de jeunes footballeuses à Marseille. Rapidement, indépendamment de la pression, c'est une question qui nous est posée par nos auditeurs. Quels sont les ingrédients mis en place, Monsieur Larguet, pour devenir un centre de formation 4 étoiles au sens 3F du terme? Nous aujourd'hui on est centre de formation prestige, donc en termes effectivement pour être un grand centre de formation, il faut produire bien sûr des joueurs pour l'équipe première. Ça part d'abord dans le recrutement, ensuite sur la qualité du travail que l'on doit faire en essayant d'emmener les joueurs vers la haute performance, parce que souvent on oublie que quand on forme des joueurs, on les forme pour la haute compétition. Donc la compétition des jeunes, elle doit être intégrée dans notre formation. Souvent, on entend dire, nous on fait de la formation, on fait pas de la compète. C'est une hérésie de dire ça. On doit être capable d'allier à la fois la formation du jeune pour la haute compétition, parce que demain, quand vous sortez un joueur, c'est pour gagner un championnat avec l'équipe première. Donc ça, c'est le point sur lequel on est en train de travailler pour donner la voix aux joueurs que bien jouer c'est une chose, mais gagner c'est encore plus important. Oui, merci Monsieur Nasser Larguet, on le rappelle, directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille, d'avoir été avec nous pour le plus grand plaisir des auditeurs de Beurre FM. Longue vie au centre de formation de l'Olympique de Marseille, mais aussi à cette formation française, parce que vous avez apporté pas mal de réponses ce soir. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, la dernière partie de l'émission avec le Real Madrid et sans oublier aussi le football anglais. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour pour la dernière partie, 22h40, toujours en compagnie de Yanis pour cette première sur l'antenne de Beurre FM. Abdel, notre consultant, le coach Tollet et Juan José Dorado. Je me retourne vers Juan José Dorado pour prendre la direction du soleil et de la capitale espagnole. Oui, du moins, on était à Séville, on revient sur la capitale espagnole, l'une des plus hautes d'Europe, si ma mémoire est bonne, Madrid, c'est bien ça. Ouais, en mètre d'altitude. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Enfin bref, le 01 53 48 3000, je me suis senti un petit peu seul, mais ça fait rien. On va essayer de reprendre Denis et aussi Ali. Ali qui avait une question pour l'invité, mais malheureusement, c'est vrai que on a vu un peu les réactions de Monsieur Nasser Larguet, mais il va rester avec nous. On va essayer de le faire réagir, Denis et aussi Ali. On va les faire réagir sur Karim Benzema. Allez, on y va. Time Sport. La troisième mi-temps. Eh oui, il y a une personne qui a toujours cru en Karim Benzema. C'est pas que Yacine, il y a aussi le coach Tollet qui est ici présent ce soir. Il a tant rappelé, c'est vrai. On revient de loin, le coach Tollet. Toujours. Eh oui, la Benzema Montada, c'est ça.
C'est remontada. Oui, si tu veux, parce qu'effectivement, hier soir, on a assisté à un match spectaculaire dans le sens où, à la mi-temps, le Real perdait 2-0 face à Séville. Et puis, renversement total en deuxième mi-temps, avec notamment le but de Benzema à la 91e minute, qui va donner donc la victoire au Real et qui le conforte en tant que premier de la Liga espagnole avec 75 points. Benzema, en fait, c'est 39 buts cette saison, 39 matchs. 39 buts en 39 matchs. C'est le meilleur buteur de la Liga avec 25 buts. Le deuxième est 10 buts derrière à 15 buts. Donc vous voyez la différence qui existe aujourd'hui entre l'attaquant Benzema et les autres attaquants de la Liga espagnole. Pour revenir à ce match, avec quand même 4 Français qui étaient sur le terrain, 2 du côté de Séville, avec Jules Koundé et Anthony Martial, qui a failli marquer lors du match, et côté du Real, bien sûr Benzema dont on a parlé, et Camavinga, qui avait été donc préféré en tant que titulaire en remplacement de Casemiro qui était sanctionné. Alors maintenant, le Real file vers la victoire puisque laisse Séville à 15 points derrière quand il manque 6 matchs, donc 18 points théoriquement. Sachant que à l'instant précis où je vous parle, Yannis m'a regardé aussi. Le Barça perd chez lui face à Cadix. Alors là, c'est donc le Barça qui, si le match termine comme ça, sera à 15 points, sachant que même que le Barça a un match en moins. Mais bon, ce résultat du Barça va encore donner des ailes au Real Madrid, qui va pouvoir se concentrer sur le match à venir de la Champions League face à City, sachant que le Real va aller à l'extérieur. Et le Real qui n'aura qu'en fin de compte, dans les 6 prochaines journées, 2 matchs, disons, compliqués. Bon, déjà, il y a le derby, Atlético Madrid-Real Madrid, ça sera le 8 mai. Et puis, lors de la dernière journée, le Real Madrid qui va jouer chez lui, à Santiago Bernabéu, face au Betis de Nabil Fekir. Le Betis qui est en lice pour récupérer une place en Champions League. Donc, oui, aujourd'hui, si d'autant plus le Barça perd dans quelques minutes, le Real file vers le titre en Espagne avec Benzema, roi d'Espagne. Pour Karim Benzema, roi d'Espagne selon Juan José Dorado, le coach Tolé et aussi Abdel. On vous écoute, messieurs. Ce qui est marrant dans ce Real Madrid, on a le sentiment qu'ils sont... Alors le coach qui sont souvent un petit peu au bord de la rupture, on les trouve pas forcément impressionnants, extrêmement critiqués dans le jeu, ça joue pas bien, etc. Mais c'est toujours efficace. Ça remporte, Non, mais ça remporte des matchs. Il y a une solidarité extraordinaire. T'as les vieux briscards, parce qu'on parle de Benzema qui fait une saison juste monstrueuse, mais t'as la renaissance à 36 ans, si je peux appeler ça comme ça, de Modric, qu'on avait très vite enterré après son ballon d'or, et qui montre alors il a plus les jambes d'il y a 10 ans, mais il montre comme cette intelligence. Ces mecs-là sont d'une intelligence rare, et moi il me fait penser à cette équipe du Milan AC l'année où je sais plus laquelle, où ils remportent la Ligue des Champions, où t'avais des Maldini, t'avais des Pirlo, t'avais des mecs où la moyenne d'âge était plus de 30 ans, et ce qui montre quand même que lorsque t'as cette capacité lorsque t'es un vrai grand professionnel, parce que ce sont des mecs qui, à mon avis, font un travail extraordinaire en dehors du terrain, montre à quel point il est important, même lorsqu'on a une trentaine d'années, que l'âge certes, mais que tu peux rester extrêmement performant. Donc vraiment chapeau à cette équipe du Real Madrid, qui certainement arrive en fin de cycle aussi, à un moment faut pas se leurrer, mais montre encore une puissance assez extraordinaire, et avec les 15 intéressant, le coach Tolé peut gérer cette fin de saison tout en se concentrant sur cette demi-finale de Champions League. On poursuit avec toi, Abdel, avant de rejoindre Ali au standard. Ce que dit Claude par rapport à la gestion, c'est assez fou, parce que en réalité, Ancelotti a été un peu décrié parce qu'il changeait pas justement son 11 beaucoup de fois, mais il arrive à intégrer des joueurs au fur et à mesure. Le fait que Camavinga fasse de bonnes entrées en Ligue des Champions dans des moments coup près, le fait que Rodrigo, qui soit arrivé à peu près au même moment que Vinicius, et Vinicius ait une éclosion très importante au détriment de Rodrigo, pour lequel ça prend plus de temps, mais qui travaille et qui met aussi des buts, parce que c'est vrai que Benzema met le but décisif hier, mais juste avant il y a un jeune joueur qui est Rodrigo qui marque, il y a un homme de devoir qui est Nacho
peu importe son statut, qui marque aussi. Donc tout le monde est concerné, et Carlo Ancelotti, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, il est là. Et en plus pour encore remporter deux titres supplémentaires en plus de la Super Coupe d'Espagne. Et merci de le rappeler. Si je me trompe pas, et je termine justement sur ça pour Karim Benzema. Moi personnellement, j'ai plus forcément les superlatifs pour lui, mais marqué dans des moments importants comme cela, alors que depuis que on a l'impression que ça fait 2-3 ans qu'il est là, alors que ça fait 10-15 ans, on veut tout le temps le mettre, quasiment synonyme de titre. On veut tout le temps l'enterrer, lui dire qu'en fait ce qui fait que maintenant c'est à 35 ans, c'est tard. Alors que c'est faux. Il est toujours là, Benzema. Et une dernière phrase, Ancelotti, qui est passé par Naples, par Everton, qui a vécu des vestiaires un peu moins difficiles que le Real, a réussi à se réadapter tranquillement, et pour l'instant il est en bonne position pour remporter de nouveaux titres. On va essayer de revenir à Yanis, mais on part du côté du standard, le 01 53 48 3000. Il attend, ça fait près d'une trentaine de minutes, désolé vraiment. Ali qui nous appelle depuis Paris. Comment ça va, Ali? Salut Ali. Vous-même. Ça va très très bien, Ali. Ça va bien. Ça va, Ali, justement, merci. On a parlé de l'Olympique de Marseille, Nasser Largué était avec nous. On revient un peu sur la Liga Uber Eats, mais là aussi on parlait de cette fameuse Liga et de Karim Benzema, Ali. C'est surtout ça dont je voulais parler de toute façon. Je suis un supporter du Real Madrid. Ah ben justement, avec que dire là aussi, il est magnifique. Le Real renverse Séville et Benzema encore décisif, Ali. Absolument. Écoutez, je m'inscris un petit peu dans le prolongement de tout ce qui a été dit. Ouais. Juste une chose que je voudrais peut-être souligner, c'est les ajustements tactiques d'Ancelotti. On voit que c'est un coutumier du fait, parce que ça fait quand même 3 matchs qu'on arrive à remonter. L'équipe se met vraiment en mode rouleau compresseur. On arrive quand même à renverser des scénarios qui étaient quand même en notre défaveur. Et je trouve que on met pas assez de crédit sur ces ajustements d'Ancelotti en cours de match. On voit que on est avec un grand monsieur du foot quand même. Mais Ali, justement. Alors Yanis avec Ali. Ali, toi qui es un grand supporter du Real Madrid, est-ce que le Real Madrid te fait autant rêver cette saison que les saisons précédentes? Les résultats sont là certes, mais est-ce qu'ils te font autant rêver? Non. Oui et non. Parce que Karim Benzema, de toi à moi, qu'on pense un petit peu toutes les émotions que j'ai pu avoir ces dernières saisons. Notamment toi, tu fais référence aux 3-1 qu'on gagne d'affilée. Absolument. Mais là, il y avait une profondeur de banc qu'on n'a pas. Il y avait des briscards qu'on n'a pas. On avait quand même la plus grosse équipe du Real Madrid peut-être de l'histoire. Elle était au-dessus de celle des Galactiques. Si. Ouais, c'est intéressant. On est en phase de transition. Ce que je vois, c'est qu'on est en phase de transition avec des petits jeunes qui vont commencer à pousser. Camavinga, Valverde, ça commence à me faire rêver. On va avoir un milieu de terrain sur 10 ans, surtout si on peut venir le petit Chouameni. Et en même temps, on a, comme vous le disiez tout à l'heure justement, les espèces les vieux briscards et les vieux de la vieille qui sont en fin de carrière, mais le chant du cygne est toujours magnifique, quoi. Et ils arrivent quand même à montrer qu'ils sont les patrons. Je vois le niveau de Modric cette année, il est sur la liste. Bon, quand même aussi. S'il prend pas son ballon d'or, bon, voilà. Mais voilà. Mais effectivement, là, moi, ce que je vois, c'est qu'on a amorcé une transition un peu plus intelligente que n'ont pu faire d'autres clubs européens. Vous parlez tout à l'heure du Ancelotti et du Milan AC. Oui, avec Abdel. C'est qu'aujourd'hui, du Milan AC. On a perdu, je crois, Ali, mais on va essayer de reprendre. Réaction avec Juan José. On garde Ali, en tout cas. On parle des transitions. Il faut se rendre compte que le Real est en transition depuis 5 ans. Je m'explique. Zinedine Zidane, c'est le premier qui a commencé à changer cette équipe par des petites touches. C'est lui, l'entraîneur, qui a refusé de faire venir des joueurs. Il voulait aller petit à petit et Ancelotti a suivi la même ligne. Donc le Real Madrid, aujourd'hui, se permet, on va revenir à cette histoire d'Mbappé, peut se permettre d'aller chercher des top joueurs justement parce qu'il n'a pas fait comme les autres équipes ces dernières années, cette dernière saison. Il a mis l'argent de côté et il s'est transformé petit à petit. Et quand on dit que c'est une équipe de vieillards, oui, parce qu'il y a Modric, parce qu'il y a aussi Benzema, forcément. Mais vous voyez, il y a Valverde, il y a Camavinga, il y a Mendy, il y a Vinicius, il y a Rodrigo. Donc le Real, petit à petit, est en train, effectivement, depuis 3-4 saisons, d'échanger complètement. Et il intègre les jeunes joueurs. Et notre auditeur parlait à un moment donné des Tchouameni, qui est l'un des objectifs du Real Madrid. Et j'aimerais signaler quand même hier la performance de Carvajal, qui a donné 2 passes décisives, sachant que le Real, depuis un certain temps, se pose la question justement d'aller chercher un latéral droit parce qu'il n'a pas entièrement confiance. L'auditeur est d'accord avec toi. Carvajal,
Mais c'est vrai qu'hier, par exemple, c'est un vieux riscard comme Carvajal qui a donné 2 passes décisives et très importantes pour ce Real. Le 01 53 48 3000, vous faites comme Ali. Allez, on va lui faire remporter ce magnifique livre de Fabio Quartararo. Bravo, bien sûr. Il le remporte aux éditions Solar. Abdel, réaction. On a aussi Nossi qui nous appelle. Non, c'est juste, je fais très rapidement sur les joueurs comme Modric, les vieux briscards. On voit que ils sont constants dans leur performance et qu'à un moment donné, ils savent se gérer et qu'à un moment donné, dans le match, pendant 15-20 minutes, ils sont capables d'accélérer le rythme, de donner la plénitude de leurs moyens. Et ça, c'est important. Et Florentino Pérez est un très bon président. Il faut pas avoir peur de le dire. Et c'est pour ça qu'il y a une longévité aussi au Real Madrid, qui était déjà là avant lui, mais il a consolidé ces choses-là. Allez, le coach Tollet, avant de rejoindre la dernière fois sur Modric, c'est un peu ce type de joueur d'une qualité extrêmement rare. On en aura certainement plus dans le football d'aujourd'hui, et ils ont cette intelligence de jeu. Le football, c'est l'intelligence. Le football, c'est penser, c'est réfléchir, et ils ont peut-être plus les jambes, mais ils ont cette capacité, ce sens du placement qui fait la différence. Et t'es pas obligé d'avoir une équipe comme City qui pratique toujours un football rêvé, ou le Barça d'avant. Et comme l'a dit Ali, la qualité avant tout d'un entraîneur aussi, c'est être capable de changer le cours de match, que t'aies des briscards, que t'aies des jeunes qui arrivent, ou des joueurs confirmés, la capacité de faire un groupe. Et Ancelotti, c'est là où il a toujours excellé dans sa carrière, c'est de faire des groupes. Et là, il est en phase d'être champion d'Espagne, l'air de rien. Et moi, je mets une pièce sur le Real Madrid pour aller chercher la Ligue des Champions. Première Ligue, demain, 21h. On n'a pas eu le temps. Il y a eu trop de réactions ce soir. Liverpool contre Manchester United, malheureusement. Il est un peu tristouné, Abdel, tout comme Yanis. Enfin bref, un grand merci, Abdel, à Yanis, au coach Tollet, sans oublier Juan José, ainsi que vous, les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. On se retrouve dès demain à partir de 22h. On va essayer de récupérer l'adresse de ces auditeurs, mais sans oublier aussi Ali. Et nous, on vous laisse en compagnie de Vanessa qui arrive à grands pas, 23h, 1h du matin, avec à la réalisation Giovanni. Bye bye, très belle soirée à toutes et à tous. Hey, c'est la fin de la pause. Allez, bougez, au travail. Retrouvez Time Sport tous les jours de 22h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.